Si Pierre Serre, le seul homosexuel français qui ait rendu compte de sa déportation, est un témoin marquant et mémorable de l'histoire de la condition homosexuelle au XXe siècle, son autobiographie a reçu peu d'attention critique. Je propose de mener de front deux discussions. D'une part, celle des divers facteurs, qui l'ont fait passer son histoire personnelle sous silence, avant de le motiver à la révéler au grand jour à l'âge de 70 ans. D'autre part, et malgré le caractère unique de son parcours, d'essayer aussi de mieux saisir dans son autobiographie les dimensions historiques et politiques de la mise à l'écart d'un grand fragment de l'histoire gay qu'il représente. En effet, Pierre Serre raconte non seulement sa guerre, mais aussi sa lutte pour la reconnaissance de son statut de déporté homosexuel, après une longue suppression forcée par les circonstances de son histoire. Son premier témoignage, sous son nom signé, est publié dans la revue Gay-Pied, mensuel hebdomadaire, en 1982, et il est suivi de nombreuses autres prises de parole dans les médias français, américains et allemands, jusqu'à sa mort en 2005. Le texte dont je vais vous entretenir, c'est sa biographie, donc son récit de vie. C'est un livre de témoignages recueilli par Jean Le Guitou entre 1988 et 1989 et publié chez Calman Lévy en 1994 sous le titre foucaldien de Moi, Pierre Serre, déporté homosexuel. Les circonstances de la rédaction, ou plutôt de l'assemblage de cet ouvrage sont souvent commentées par Jean Le Guitou dans ses divers travaux, par exemple. Un an durant, j'ai sauté dans le train pour Toulouse. Les souvenirs étaient douloureux, les larmes coulaient. Parfois, Pierre Serre m'en voulait terriblement, mes questions ravivaient les blessures. Il vouait alors notre projet aux gémonies. Pendant l'hiver 93, à mon domicile parisien, il eut devant moi la version finale de l'ouvrage. Le récit de Pierre Serre relate cette obstination du monde combattant à ne pas vouloir accepter la réalité avec des explications réactionnaires ou homophobes. Je crois que c'est dans l'amitié, la complicité ou la confidence que ce type de témoignage peut être le plus juste. En 1995, un an après la parution de son livre, Pierre Serre obtint sa carte de déporté. L'âge de presque 80 ans. Ce livre, Pierre Serre écrit « Je ne l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu Jean Le Guitou. C'est grâce à lui que j'ai eu le courage de le faire. » Je peux corroborer la perception de cette écriture à deux, de cette écriture complice, écriture d'amitié, pour recueillir ce témoignage et en faire le livre que nous avons ici. Dans son livre, dans le texte lui-même, Pierre Serre explique son projet et dit qu'après des dizaines d'années de silence, il a enfin décidé de parler, de témoigner et d'accuser. Il faut se demander pourquoi ces dizaines d'années de silence ont pu se produire ainsi. Dans un collectif récent de 2000 intitulé Conscience de la Shoah, deux chercheurs se penchent sur cette période d'environ un demi-siècle de silence. Et ils cherchent à comprendre comment un tel silence sur le sort des homosexuels sous le Troisième Reich a pu être possible pendant près de 50 ans, autant dans nos démocraties occidentales que dans les pays de l'Est. On ne défend pas la mémoire en acceptant qu'elle demeure hémiplégique, termine-t-il. En fait, l'hémiplégie, il faudrait relativiser, ce n'est pas la moitié de la mémoire de la guerre de la déportation qui disparaît ainsi, et je vous donnerai simplement le solde numérique pour quantifier un petit peu le phénomène de la déportation des homosexuels. Environ 60 000 homosexuels allemands ont été emprisonnés en application du paragraphe 175, dont entre 5 000 et 15 000, très difficile à estimer exactement, ont été envoyés en camp de concentration. L'estimation poursuit qu'environ 40% du nombre de ceux qui ont été déportés s'en sont effectivement sortis, du fait d'un traitement particulièrement odieux qui leur était réservé dans les camps. Dans la situation allemande, donc, les chiffres sont quand même assez importants, et on peut expliquer la situation allemande par le fait de l'idéologie, de l'implantation de l'idéologie nazie. Sur le sol français, la situation est tout autre. La déportation homosexuelle n'a pas été un phénomène de masse, ni même un système conçu pour l'efficacité. Sur les 68 000 déportés de répression,
position politique en général, une étiquette qui englobe plusieurs réalités. Sur les 68 000 déportés de répression acheminés vers les camps depuis la France occupée, on recense seulement 7 cas d'homosexuels, dont un prostitué masculin. 5 de ces 7 sont morts dans les camps. Un a été libéré à Dachau, un autre à Buchenwald. Il était artiste dramatique. Et par la suite, le gouvernement français lui refusa le titre de déporté politique lorsqu'il en fit la demande en 1963, au motif qu'il avait été arrêté à la suite de sa fréquentation de homosexuels allemands durant la guerre. À ces 7, il faut ajouter le cas auquel appartient la catégorie à laquelle appartient Pierre Selle, le sort des Alsaciens et des Mosellans. Sur les 22 Alsaciens et Mosellans homosexuels arrêtés, 18 ont été internés et 15 seulement ont survécu à leur internement. Donc Pierre Selle, le seul qui est un nom dans les travaux de chercheurs. Il faudrait y ajouter aussi, pour être correct avec la description très sommaire que je fais, il faudrait ajouter environ une trentaine de Français arrêtés en Allemagne sur le sol allemand, sous le coup de la loi nazie et qui ont été enfermés dans le système carcéral régulier. Ce qui est très frappant à regarder cette trentaine de cas identifiés, c'est de remarquer le très jeune âge de ces enfermés, de ces déportés, entre 17 et 23 ans pour la plupart. Le cas de Pierre Selle est justement typique de cette situation. Son histoire, donc, je vous la résumerai très rapidement. Né en 1923, le jeune Pierre Selle a 17 ans, à l'époque de la guerre, et quoi qu'il soit le cadet de 5 enfants d'une famille catholique très pratiquante de la bonne bourgeoisie alsacienne, il s'habille à la mode Zazou. Il fréquente le square Steinbach, un lieu de rencontre homosexuelle de Mulhouse. Un jour de 1940, il se fait voler sa montre par un homme qu'il rencontre dans le square. Il décide, bien naïvement, de porter plainte au commissariat. Au lieu d'entendre sa requête, le policier qui recueille sa plainte l'humilie très complètement de le traîner dans des endroits peu recommandables. Lui, un garçon de bonne famille. Pierre Selle résume la situation. Entré au commissariat en tant que citoyen volé, j'en ressortais homosexuel. C'est là que son histoire déportée commence, si on peut dire. À son insu, Pierre Selle est alors fiché par la police, dont l'officier zélé semble avoir communiqué les listes d'homosexuels de la région à la Gestapo. En 1942, en mai, Pierre Selle est convoqué, puis incarcéré, non sans avoir été préalablement battu et torturé, le viol avec un bâton. Il est en compagnie d'une douzaine de jeunes hommes de son âge, qui aussi ont été fichés comme homosexuels, et donc l'histoire n'a pas retenu les noms pour le peu qui ont survécu à leur internement. D'abord emprisonné à Mulhouse, Pierre Selle est rapidement transféré au camp de Schirmeck, dans le Bas-Rhin, un camp de rééducation et de travail où il passe environ 6 mois dans des conditions très éprouvantes. Il est le témoin de plusieurs morts et d'exécutions sommaires et même sadiques. Donc, pour revenir au titre de ma communication, je voudrais parler un petit peu des hontes qui sont très nombreuses et qui traversent de façon très lourde et très répétitive le témoignage de Pierre Selle. D'abord, c'est évidemment, on peut l'imaginer, la honte d'être homosexuel dans cette époque. L'homosexuel, à l'époque, autour de la guerre, est considéré encore comme un être incomplet, dans le meilleur des cas. Jean-Paul Sartre, par exemple, voit l'homosexuel comme un homme tronqué du fait de sa culture du secret. Je cite Sartre dans un de ses éditoriaux des temps modernes. Nous refusons de croire que l'amour d'un inverti présente les mêmes caractères que celui d'un hétérosexuel. Le caractère secret, interdit du premier, son aspect de messe noire, l'existence d'une franc-maçonnerie homosexuelle et cette damnation où l'inverti a conscience d'entraîner avec lui son partenaire. Autant de faits qui nous paraissent influencer le sentiment tout entier et jusque dans les détails de son évolution. Nous prétendons que les divers sentiments d'une personne ne sont pas juxtaposés, mais qu'il y a une unité synthétique de l'affectivité. Ici, dans la théorie sartrienne, qui va celle de Sartre, qui est partagée par beaucoup de gens à cette époque, l'homme gay a des compartiments. Ce qu'il cache est inavouable. Et de l'autre
évidemment, s'il le montre, on le lui fera bien payer. C'est un thème, double contrainte, si je peux dire, que le récit de vie de Pierre Selle décline de nombreuses manières et avec beaucoup de clarté. Il recoupe malheureusement, ce sujet de l'homosexualité inavouable, le sujet de sa déportation qui contamine de son caractère d'indicible. Deuxième honte qui traverse l'ouvrage de Pierre Selle, c'est la honte d'être alsacien. L'Alsace et la Moselle, comme vous le savez, sont annexés par le Reich en 1940, malgré les protestations un peu molles de Vichy, ce qui explique qu'après la libération, pendant longtemps, le gouvernement français a pu soutenir qu'il n'y avait pas eu de déportés français dans ces territoires, puisque les populations étaient de fait allemandes. Ces Alsaciens, ces Mosellans et ces Lorrains, on les appelle les malgré nous, et ils sont considérés bien souvent comme des traîtres à la nation. Pierre Selle en parle dans son témoignage, et il écrit: il faudra dire un jour la monstrueuse histoire qui fut celle des malgré nous, ces natifs d'Alsace et de Lorraine enrôlés pour tuer des résistants, des antifascistes et leurs familles. Bref, pour assassiner les ennemis du Reich. Humiliante ordonnance que celle du 25 août 1942, qui sonna le glas de la fierté patriotique de la jeunesse alsacienne, obligée d'offrir sa peau au drapeau du Reich. Ce statut de malgré nous fait que Pierre Selle ne peut pas être, après la libération, un membre facile à accepter par les communautés des déportés français. En effet, engagé de force sous la circulaire du Reichsarbeitsdienst, le devoir de service de travail au Reich, pendant une partie de 1942, à la sortie de son camp de concentration à Schirmeck, Pierre Selle est ensuite enrôlé, à même pas 19 ans, dans la Wehrmacht. Il fait sa guerre sur le front yougoslave au début 1943 sous l'uniforme nazi. Il doit se battre, les armes à la main, sur le front yougoslave au début 1943. Il doit tuer un partisan serbe en légitime défense d'un coup de fusil quand celui-ci l'attaque et lui détruit la mâchoire. Ce à la suite de quoi Pierre Selle perd toutes ses dents. Je vous donne quelques photos de notre ouvrage de Pierre Selle. Vous pouvez regarder les photos très caractéristiques. Si vous trouvez des interviews de lui sur YouTube, vous verrez qu'il a pas de dents. Cette perte de sa mâchoire et de ses dents lui vaut d'être transféré en convalescence à Berlin, toujours en tant que soldat du Reich, jusqu'au pilonnage de la ville par les Alliés au cours de l'été 1944. En toute fin de guerre, Pierre Selle est ensuite envoyé sur le front russe durant le terrible hiver 1944, d'où il déserte de l'armée allemande, en compagnie de son officier allemand avec qui il a sympathisé du fait de leurs origines rénales communes. Selle est ensuite rapatrié par les forces alliées, non sans avoir échappé à l'exécution par l'armée russe. Durant son rapatriement, il doit encore camoufler son origine alsacienne sur les conseils de ses libérateurs français pour ne pas être victime de représailles sur le champ. Comble de l'ironie, à son retour en France, redevenu français, il doit encore son service militaire à l'État et il effectue son service militaire pendant un an en 1947 à l'âge de 24 ans. Son statut de malgré nous, comme vous l'entendez, j'imagine, surenchérit sur un double secret qui lie étroitement homosexualité et déportation, la cause et la conséquence, toutes deux frappées d'un même interdit. Pierre Selle écrit: un double secret venait de se sceller, celui de l'horreur nazie et la honte de mon homosexualité. L'habitude du secret, son extrême effacement, qu'il décrit bien souvent dans la vie des camps et sur le théâtre de la guerre allemande, lui ont probablement valu de s'en sortir vivant. Mais le secret, comme il peut l'être, comme il peut être une ressource pour les résistants en temps de guerre, une nécessité même, n'est pas un mode de vie au retour à la vie civile. Je voudrais parler un petit peu de cette période du retour à la vie civile de Pierre Selle et de la partie peut-être la plus humainement tragique de son témoignage. En cherchant à regarder un petit peu à quelle communauté il pouvait se joindre, s'attacher. Il y a d'abord évidemment la communauté française, la communauté nationale. Évidemment, son statut d'Alsacien, fort accent allemand, parfaitement bilingue en français et en allemand et en dialecte alsacien, ne le place pas comme le français parfait, le français idéal de mythe national post-libération.
homosexuel, il ne peut pas non plus s'intégrer à la communauté nationale. Les discriminations et les criminalisations sont maintenues après la guerre jusqu'en 1969 en RFA, jusqu'en 1994 en RDA. Et en France, le sort des homosexuels après la guerre n'est pas vraiment plus enviable. Il tombe en fait entre l'Allemagne démocratique et l'Allemagne de l'Ouest. Après la libération, en France, la pratique homosexuelle tombe toujours sous la loi numéro 744 du 6 août 1942, qui a été promulguée par Philippe Pétain sur la proposition de l'amiral Darlan, qui s'inquiétait de la belle vigueur de l'homosexualité dans sa marine. Cette loi réinscrit parmi les délits sexuels dans le Code Napoléon l'incrimination homosexuelle et en fait un facteur aggravant quand des mineurs de 15 à 21 ans sont concernés. De fait, cette loi bétiniste se force de récriminaliser l'identité sexuelle, ce dont la France était exempte depuis 1791. Ce qui est frappant, c'est que pendant la guerre et après la guerre, cette loi se maintient et la rectitude morale, la défense de la famille, celle de la natalité, la protection de la jeunesse, se conjuguent pour continuer de peindre en creux la menace homosexuelle. La loi de Pétain va rester en place jusqu'à son abrogation en août 1982 sous le gouvernement Mitterrand, abrogation défendue bec et ongle par Robert Badinter à l'Assemblée nationale. La France, en fait, a été plus loin que simplement maintenir cette loi votée sous la collaboration. En 1960, un député, Mirguet, propose un amendement à l'Assemblée dans le cadre d'un décret visant à lutter contre les fléaux sociaux que sont la tuberculose, l'alcoolisme et la prostitution. Par ce décret, les peines criminelles applicables aux personnes de même sexe sont doublées dans le cas d'outrage public à la pudeur. On voit donc que dans la période d'après-guerre en France, l'homosexuel n'a pas sa place et que la loi française le lui fait bien entendre depuis les bancs de l'Assemblée nationale. Michel Foucault a très clairement expliqué cette situation paradoxale du regard institutionnel sur les hommes homosexuels français dans une interview qu'il a accordée en 1981 à Guéppier. Les codes institutionnels ne peuvent valider ces relations aux intensités multiples, aux couleurs variables, aux mouvements imperceptibles, aux formes qui changent. Ces relations font court-circuit et introduisent l'amour là où il ne devrait y avoir que la règle, la loi et l'habitude. Une autre communauté possible pour Pierre Selle serait celle de la famille. Mais sa propre famille, sans le rejeter, lui fait aussi bien sentir la place qui est la sienne. Lors d'une visite de son frère à sa prison, juste avant son internement à Schirmeck en 1942, Pierre Selle apprend avec horreur que sa famille a été dûment informée par la Gestapo de son homosexualité, en des termes à la fois clairs et infâmes. On appelle Schweinhund, chien de cochon, dégueulasse, bon salaud. À son retour des camps et de la guerre, son père accueille Pierre Selle au retour de la guerre d'un accueil très, très froid, très frais, en lui disant « Prends place parmi nous, n'en disons pas davantage ». La famille de Pierre Selle se but ensuite pendant 5 ans dans un silence réprobateur, jusqu'à la mort des parents. Rien de sa déportation ni de sa guerre ne sera partagé par la suite avec sa famille. Et c'est sur son lit de mort seulement que sa mère demandera à enfin savoir, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce qui s'était passé dans les camps et pourquoi il a été tellement marqué par cette expérience. Par la suite, 5 ans plus tard, Selle fonde aussi sa propre famille. Mais le tabou de l'homosexualité plane toujours sur la fondation d'une communauté. Il fait par exemple qu'il ne peut parler de sa déportation à sa femme et à ses connaissances sans parler en même temps de son homosexualité. Il écrit « Cette honte, faite de 1000 hontes, y compris sans doute celle de faire honte à ma famille, m'a tiré vertigineusement vers le bas. » Quelques années, il devient alcoolique, dépressif. Une troisième communauté possible serait celle des groupes d'anciens combattants et de déportés qui ont été très actifs et très mobilisés pour ranimer et entretenir la flamme de la mémoire et du souvenir.
Malheureusement, cette communauté d'anciens combattants et d'anciens déportés n'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Lors du 40e anniversaire de la libération des camps, en avril 1985, à Besançon, des membres d'une association de déportés se mettent en fureur à cause de la présence d'une délégation d'homosexuels sur les lieux. Les anciens déportés leur crient « les PD au four ». On piétine la gerbe par la suite que des homosexuels ont déposée. C'est rapporté par Le Monde le 29 avril 1985. Malheureusement, de telles scènes affligeantes se répètent pendant plusieurs années dans plusieurs grandes villes françaises, à partir des années où les associations homosexuelles tentent de faire valoir leurs propres droits de mémoire. Ces batailles ne trouvent leur résolution qu'au milieu des années 1990, une bonne décennie plus tard, pour enfin accéder aux cérémonies de commémoration officielles et être reconnus en tant que groupe qui était victime de la déportation. Il suffit de consulter pour en avoir une description très étoffée, consulter les mémoires de Jean Le Pitou, intitulé Citoyens de seconde zone, publié en 2003. De fait, Sel lui-même refuse cette participation après avoir expérimenté la déception. Il écrit « Je ne suis pas survivant de la Shoah, je ne peux pas l'être. Je sais ce que c'est la Shoah, parce que j'ai fait des déplacements pour savoir ce que c'est. Je ne peux pas être Shoah, je ne peux pas. » Une quatrième communauté, plus ou moins naturelle, serait celle des groupes homosexuels, même les plus clandestins qu'on puisse imaginer dans les circonstances que je viens de décrire dans le post-libération. Pierre Sel tente lui aussi de se joindre aux sociabilités homosexuelles immédiatement après la guerre, à Mulhouse. Ces lieux, ces groupes, ces bars, je peux dire ça comme ça, sont essentiellement fréquentés par des bourgeois de Mulhouse, qui eux ont été épargnés par la guerre du fait de leur discrétion et de l'affichage de leur identité publique d'hétérosexuels. Ces hommes ne paraissent avoir aucunement souffert de l'occupation, dit Pierre Sel. Ils continuent une double vie dans le mensonge et la mauvaise foi. Pierre Sel s'indigne dans ses mémoires. Ils n'avaient peut-être pas vécu entre les barbelés d'un camp, ces homosexuels, mais ils avaient bien dû entendre parler des rafles en Alsace. Ils n'avaient peut-être pas été obligés d'assister au massacre de leurs amis, mais ils avaient bien dû apprendre au moins que les homosexuels, sur ce sol annexé 4 ans durant, avaient été indésirables et qu'ils avaient été torturés, expulsés et certains assassinés. Cette expérience de la vie homosexuelle à Mulhouse après la guerre marque peut-être celle assez profondément pour qu'ils se mettent à rejeter de la vie associative pendant les décennies ultérieures. S'il essaie très brièvement une adhésion au Parti communiste français, il résume son engagement personnel et non son engagement collectif dans les associations ainsi. Non, pas d'association, je suis libre, comme Max. Pas d'association, pas de président, je suis mon président. Je suis mon sous-président, je suis mon secrétaire, je suis mon trésorier. Surtout pas d'association. Les associations sont des paniers de crabes. Mais vous croyez que je vais me mettre là-dedans? Je suis seul, libre. Le sens de ce témoignage, en fait, est un petit peu la raison dans laquelle Sel se verse et dirige ses énergies à partir des années 80. Il écrit qu'il veut témoigner pour protéger l'avenir, témoigner pour faire cesser l'amnésie de ses contemporains. Ainsi, il accède à un semblant de dignité et parvient à surmonter plusieurs formes de honte qui se conjuguent et se multiplient. Il écrit dans son ouvrage « Et moi-même, après le témoignage, je me regardais avec davantage de dignité, sans doute parce que j'avais désormais un devoir, celui de faire reconnaître la déportation des homosexuels. » Effectivement, entre 1982 et jusqu'à sa mort en 2005, Pierre Sel a témoigné très abondamment, très fréquemment, très facile à trouver en ligne, sous plusieurs formes médiatiques, à la radio, télévision, en film, allemand, français, américain, par des conférences, par des articles de presse, etc., et j'en passe. Et il a laissé donc un très riche corpus de témoignages personnels à propos de son
C'est intéressant de remarquer que ce passage à l'acte, ce passage à la prise de parole est parallèle à la position de l'État et à sa demande d'officialisation, de reconnaissance de son statut de déporté homosexuel. À cette époque, pendant les années 80, jusqu'en 1995, la date à laquelle Pierre Selle a obtenu son statut de déporté, l'État n'a eu de cesse de lui demander une attestation pour prouver sa déportation à Schirmeck. On lui a demandé, par exemple, de prouver sa déportation en apportant le témoignage de 2 témoins oculaires qui auraient vu son passage par les camps. On s'imagine de façon un petit peu comique en train de traverser Toulouse et de demander aux gens « M'auriez-vous vu par hasard à Schirmeck alors que vous étiez peut-être là comme homosexuel vous aussi ?» Donc, le ridicule de la demande gouvernementale ne lui échappe pas. Mais il fait le choix de la prise de parole, il fait le choix d'un témoignage qui, par sa persistance, lui permet de sortir du silence imposé par la grande porte. Je vous remercie.